L'histoire de l'Afrique est falsifiée. Si vous doutez encore ou si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais m'employer à vous démontrer cela dans cette vidéo. C'est parti. À l'Afrique, euh, son humanité. Parce que quand on dit que vous n'avez pas d'histoire, c'est qu'on refuse que vous êtes un être humain. L'historien doit-il s'interdire des champs historiques? La traite des Noirs est un champ d'histoire. Et en entrant dans ce champ... Il leur a dit que nous étions venus ici il y a 100 ans. On nous a renvoyés d'ici il y a 60 ans. Maintenant que nous sommes revenus là, c'est pour 100 ans. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mansayem. Je suis le promoteur de cette chaîne Afrique Libre Prospère. Et à l'occasion de la sortie de mon livre Africain et fier, j'ai décidé de faire une série de vidéos jusqu'à dimanche 12 novembre prochain. Et justement, le livre est actuellement disponible en prix promo jusqu'au 12 novembre sur Amazon et sur argentlivre.com. Les liens sont en description. Entrons directement dans le vif du sujet à travers cette première vidéo de Bandakani, panafricaniste reconnu sur la scène africaine. Bon, oui, l'histoire a été falsifiée. Vous savez, aujourd'hui, depuis le 19e, le 20e siècle, nous savons que l'histoire qu'on appelle l'histoire africaine n'est pas vraie. C'est l'histoire de l'Afrique écrite par l'Occident, écrite par l'Europe pour les besoins de leur cause. Cette histoire-là, on connaît, elle est falsifiée. Le procès de falsification est terminé, c'est démontré. On a fait tant d'efforts depuis que le monde existe pour nier à l'Afrique son humanité. Parce que quand on dit qu'on n'a pas d'histoire, c'est qu'on refuse que vous êtes un être humain. Oui. Donc, pour nier à l'Afrique son humanité. Donc, ce que je dis là n'est pas nouveau. Hein. Vous avez des auteurs avec eux, comme une certaine, elle n'est pas seule, hein, Catherine Kokeri-Vidrovich, une grande anthropologue historienne, qui explique le fait que la nécessité de falsifier l'histoire de l'Afrique est la conséquence de l'esclavage et de la colonisation. Ça, c'est la lecture historique. Elle a raison. Elle dit, à partir du moment où on esclavagisait les Africains, il fallait justifier. Il fallait justifier le crime des crimes, l'esclavage. Il fallait justifier. Donc, la science de l'époque, la philosophie de l'époque, la religion de l'époque, etc. Toutes les disciplines sont données la main, n'est-ce pas, pour justifier pourquoi l'Africain devait être nécessairement un esclave. Donc, on connaît tout ce qui a été dit, son âme est damnée, il n'est pas un humain, d'ailleurs, il faut l'esclavage pour qu'il ait une rédemption et devienne humain. On a inventé l'ethnologie, les livres bruls, les contes de Gobineau, plus que cela, on créé toute une littérature pseudo-scientifique, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'enjeu de l'histoire, c'est pas seulement de convoquer un passé de négation de l'histoire africaine, c'est de voir aussi comment cette négation de l'histoire continue sur les modalités nouvelles jusqu'au XXIe siècle de Saint-Gosse. Et voir donc, n'est-ce pas, à quel niveau on peut situer l'entreprise de restitution de la vérité historique. Que ce soit au niveau de la communauté scientifique dans le monde, il y a des consensus où vous voulez parler de l'histoire, on vous dit, est-ce que vous remplissez les critères? Est-ce que vous avez qualité pour parler? Cheikh Anta a été confronté à ça. Il a fallu le match du colombe du Caire, où il allait les battre sur les propres terrains pour imposer, par exemple, la vérité sur le caractère nègre de l'Égypte antique, par exemple, pour bouleverser l'historiographie universelle. Cheikh Anta, il a été confronté à ça. La science occidentale a été prise en flagrant délit de trafic de tout genre concernant l'histoire de l'Afrique, puis en flagrant délit d'idéologie. L'idéologie a remplacé très longtemps la science. L'ignorance et l'obscurantisme ont été érigés en critères pour imposer la thèse que l'histoire, ça ne concerne pas l'Afrique. On s'est pris main dans le sac. C'est pas fini. Les combats derrière ne sont pas finis aujourd'hui. Les enjeux de l'histoire africaine sont d'une brûlante actualité. Le combat n'est pas fini, n'a même pas été gagné. Il est d'une brûlante actualité. Voilà, donc ça c'est un extrait d'une interview de l'homme politique camerounais Bandakani. Pour voir l'interview entière, j'ai mis le lien en description. Effectivement, l'histoire de l'Afrique a été falsifiée, là c'est pour sûr. Et à l'époque, elle était falsifiée pour justifier la traite négrière. Mais il s'avère que, comme on le verra dans l'extrait de vidéo suivant, qu'elle continue encore à être falsifiée aujourd'hui. Cette falsification permet à ceux qui ont pratiqué cet esclavage, cette colonisation par le passé, à un peu comme s'alléger, alléger leur conscience, diminuer un peu leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous, Africains, c'est important de rétablir la vérité. C'est important que nous racontions aussi notre version de cette même histoire. Parce que justement, si nous nous contentons juste de la version de ceux qui ont pratiqué ces choses par le passé, dans cette version, ils s'arrangeront pour s'attribuer le bon rôle. Alors que justement, la vérité est plus loin de ce qu'ils essaient de nous laisser croire à travers leur version. C'est important justement de rétablir cette vérité parce que quelqu'un qui a fait le mal, s'il ne reconnaît pas sincèrement son mal et ne fait pas les restitutions nécessaires pour le mal qu'il a fait, il sera enclin à recommencer. Voilà ce qui explique pourquoi, après avoir pratiqué la traite négrière, ceux qui l'ont fait, à savoir les Européens, ont directement enchaîné avec la colonisation, contrairement à ce qu'ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale et tous les camps de concentration qu'on connaît. Et justement parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance sincère, et la preuve de la reconnaissance non sincère, c'est que justement la fin de l'esclavage, c'est plutôt les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés et pas les esclaves. Dans ces conditions, ils sont enclins à recommencer, d'où la colonisation qui a suivi. Et parce que justement, ils n'ont jamais pleinement reconnu l'horreur de la colonisation, ils se sont permis de succéder le néocolonialisme à cette colonisation.
D'ailleurs, la preuve de cette non-reconnaissance profonde des horreurs de la colonisation, c'est que certains, dans le système occidental, pensent que la colonisation était un bienfait pour l'Afrique. Ça, vous le savez. Et d'ailleurs, qui est-ce qui a été dédommagé pour les meurtres, les assassinats des leaders ou des indépendantistes africains? Jusqu'à présent, personne. Et pourtant, on sait qu'il y a eu des guerres, on sait qu'il y a eu des massacres, on sait qu'il y a eu des têtes coupées, on sait qu'il y a eu des bras coupés. Au Congo, au Cameroun, en Algérie, etc. Mais qui a payé pour ça? Voilà des conditions qui font que on se sent libre de continuer avec un système similaire à travers le néocolonialisme. Et si nous, Africains, on ne dit pas stop à cela, en rétablissant vraiment la vérité, en racontant notre version de l'histoire, alors nous sommes en train, en quelque sorte, de condamner nos générations futures à subir plus ou moins la même chose. Passons à l'extrait suivant. Les navires marchands arrivent en Afrique et repartent avec une cargaison d'hommes, d'esclaves noirs. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils vont dans les terres pour ramener ces populations, les kidnapper, les enlever de force? Comment ça se passe? Alors il y a une confusion dans l'esprit du grand public entre la traite des Noirs par les Arabes, qui est une traite des Noirs qui se fait par terre, avec des razzias, qui font plus de 1500 ou 2000 km pour aller jusqu'au centre de l'Afrique. Ça, c'est la traite des Noirs par les Arabes, et donc qui part d'Égypte, qui part de Libye, qui part de Tunisie ou d'Europe. Et puis, de l'autre, on a la traite des Noirs par les Européens. C'est la traite qu'on appelle la traite des Noirs par l'Atlantique. Donc le navire négrier mouille devant la côte africaine. La barre est tellement forte que les chaloupes européens ne savent pas aller sur la côte. La barre, vous voulez dire, c'est des vagues. C'est ce phénomène de vague qui est sur la côte. Donc le navire ne peut pas accoster. Il ne peut pas accoster. Donc il mouille à 300-400 mètres en mer. Et ce sont donc déjà les tribus côtières africaines qui vont, avec leur bateau, faire le va-et-vient entre le navire négrier et la côte. Sur cette côte, on décharge les produits que le capitaine négrier estime être susceptible d'être intéressé par le roi africain et par ses représentants. Alors qu'est-ce qui les intéresse? Alors la cargaison négrière comporte entre 20 et 25% d'armes. On va revenir Donc dessus. les rois africains achetaient des armes aux blancs. C'est ça, on échange les captifs contre des armes. Alors les armes, c'est des sabres, ce sont des coutelas, mais ce sont surtout des fusils, des pistolets, de la poudre, des balles, enfin tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Et vous comprenez bien pourquoi. Les rois africains vont donc armer leurs troupes et vont faire des razzias à l'intérieur de l'Afrique. Donc effectivement, les blancs arment les noirs qui vont faire à leur place les razzias à l'intérieur du centre de l'Afrique. L'historien doit-il s'interdire des champs historiques? La traite des Noirs est un champ d'histoire. Et en entrant dans ce champ, eh bien, on en voit la réalité. C'est une déportation. Est-ce que dans le journal de la Licorne de Bordeaux, que vous avez épluché dans tous les sens pour faire ce livre, Patrick Villiers, vous trouvez des échanges entre les capitaines de navires et ces rois africains? Alors, les relations... Quelle relation entretenaient-ils? Alors, c'est des relations qui étaient tout à fait codées. Hein. D'ailleurs, par exemple, quand on va au Bénin... Il y avait un protocole. Il y avait un protocole, et notamment, par exemple, le roi du Bénin avait l'interdiction de s'approcher de plus de 15 km de la mer. Donc, en fait, c'était son représentant qui venait faire les négociations. Et puis, exceptionnellement, les capitaines négriers pouvaient rentrer à l'intérieur de l'Afrique et aller à 15 ou 20 km à l'intérieur pour participer aux cérémonies des rois noirs. Et justement, puisque vous me posez la question, au XVIIIe siècle, les Blancs ne sont pas rentrés dans l'Afrique. Mais vous dites ça. Allez, quand vous écoutez cet extrait, vous avez l'impression que les Européens, les négriers européens, se contentaient juste de rester dans leur bateau au large des côtes, et c'était les Africains qui s'occupaient de faire tout le sale boulot. C'est un peu comme si ces Noirs, justement, étaient tellement animés par un esprit de guerre, qu'ils étaient intéressés tellement par les armes et par cet esprit guerrier que ils étaient prêts, eux, à faire toutes les navettes nécessaires pour venir chercher les armes. On a l'impression que, justement, le rôle des négriers européens était relativement minime. Et où vient la falsification là-dedans? Ce n'est pas que ce qu'ils racontent était en soi faux. C'est que la manière dont c'est raconté a tendance à alléger la responsabilité des négriers européens et à déverser toute la responsabilité sur les Noirs, parce qu'ils pratiquaient l'esclavage intra-africain, parce qu'ils se faisaient la guerre entre eux, se détestaient au point où ils étaient prêts à tout pour avoir des armes et s'entretuer et apporter les captifs esclaves aux Européens. Mais où est donc la manipulation là-dedans? La manipulation vient du fait que eux, ils ont les moyens de produire constamment des livres, des films, avec un discours tel quel. Et justement, si on ne connaît pas la vraie version de l'histoire, on aura tendance, à force d'être bercé par ce même narratif, ça fait que eux, ils sont dédouanés quelque part, et entre nous, ça crée ce sentiment de rejet entre nous. Et justement, il faut savoir que si quelqu'un comme Cheikh Anta Diop s'était contenté d'ingurgiter cette version officielle qu'ils essayent de répandre partout dans les livres officiels, dans les médias, en écrivant des livres, en remultipliant les communications dans le même sens, si on se contente d'ingurgiter juste cette histoire sans aller regarder dans les archives, parce que le truc c'est que les archives existent, nous sommes à l'ère de l'information. Si tu cherches sur Internet, tu vas trouver les éléments. D'ailleurs, je vais vous montrer des éléments ici qui existent sur Internet. Vous allez vous rendre compte que la vérité est tout à fait
différente de ce qu'il présente, ou en tout cas n'est pas exactement comme il la présente dans cette manière de présenter les choses. Et donc concernant le premier point, qui sous-entend que les négros européens étaient juste sagement assis dans leur bateau et attendaient que les Africains les apportent des esclaves. Voici, je vais vous présenter des extraits qui vont rétablir la vérité des choses. À la page 32 de mon livre, je dis ceci en note de bas de page. Les Africains de l'époque auraient activement vendu leurs propres congénères africains, participant ainsi en tant que partenaires d'affaires qui auraient eux-mêmes tiré bénéfice de ce commerce. Ce qui donne l'impression que c'est ce qui se passa dans 100% des cas. Cependant, si vous plongez davantage dans le travail de Foster sur cet aspect de la traite, vous réaliserez qu'il démontre que les Africains qui vendirent leurs congénères ne le firent pas toujours par choix ou par appât du gain, mais ils le firent dans bien des cas parce qu'ils étaient contraints par les Européens esclavagistes qui mirent en place des systèmes coercitifs bien huilés afin de s'approvisionner en esclaves. Je présente ici, je vais le mettre à l'écran au moment du montage, des extraits justement du livre intitulé « Le cri des Africains contre les Européens, leurs oppresseurs » ou « Coup d'œil sur le commerce homicide appelé traite des Noirs » écrit par Thomas Clarkson. Le livre a été publié en 1821. Là, vous voyez la table des matières du livre qui est assez éloquent. Dans le chapitre 1er du livre, il dit « Diverses manières dont les Africains sont réduits en esclavage. Pourquoi les habitants de l'intérieur des terres sont plus civilisés que ceux des côtes. » Vous voyez, dans ce premier chapitre, il présente toutes les techniques que les Européens utilisaient pour pouvoir avoir des esclaves. Ils ne se contentaient pas justement, comme essaie de le faire croire cet historien dans l'extrait vidéo que nous avons vu, que les Européens restaient sagement assis dans leur bateau et attendaient qu'on leur livre des esclaves. Non, ils participaient activement à cette traite, par divers stratagèmes et par diverses méthodes. Par exemple, un exemple de stratagème qu'ils utilisaient. Donc, comme je dis, je le répète, c'est vrai, il y avait une participation des Africains à cette traite dans le sens où il leur arrivait de faire des razzias. Mais c'est important de contextualiser ce que ne fait pas l'auteur du livre dans la vidéo que nous avons vue. Et pour voir la vidéo entière, d'ailleurs, j'ai mis le lien en barre de description. Donc, je disais, voici ce qui est écrit à la page 7 du livre de Thomas Clarkson. Les capitaines des vaisseaux négriers européens ont encore un autre moyen de s'assurer du paiement de ce qui leur est dû. Ils confient des marchandises à des facteurs noirs qui les transportent dans l'intérieur des terres et qui doivent revenir avec un nombre déterminé d'esclaves. Cependant, les capitaines ont soin de se faire remettre par le facteur plusieurs de ses enfants ou d'autres membres de sa famille, formant la valeur des marchandises confiées. Ils les prennent en otage à bord de leur propre navire et si les stipulations ne sont pas rigoureusement remplies, ils ont le droit de les amener comme esclaves. Alors, les facteurs commencent leur tournée. Ils mettent dans leurs opérations toute la promptitude possible. L'amour de leur famille est pour eux un stimulant puissant qui les excite à ne pas perdre de temps et à revenir à l'époque désignée. Mais hélas, il arrive bien souvent qu'ils sont eux-mêmes pris dans leur voyage et vendus comme esclaves. Ainsi, tandis qu'un navire les entraîne à un cruel esclavage, un autre navire emmène leur famille innocente et infortunée. Une autre stratégie utilisée par les négriers, et ça c'est à la page 5 du livre. Mais il ne suffit pas aux marchands d'esclaves d'exciter et de fomenter ces cruelles hostilités pour satisfaire leur odieuse cupidité. Leur visite sur le continent africain leur ont fait trouver de nouveaux moyens de satisfaire leur avarice et d'accroître les calamités naturelles du pays. Ils ont corrompu parmi eux l'administration de la justice et cette corruption leur a valu de nouvelles victimes. Lorsque ce continent fut visité pour la première fois par les Européens, les punitions étaient légères et le génie simple et naturel des habitants les avait proportionnés aux fautes. Mais depuis, on accommoda la jurisprudence africaine aux demandes des négriers, de sorte que, maintenant, toutes les fautes, même celles les plus légères, sont punies de l'esclavage. Le crime imaginaire de sorcellerie est celui qui fournit en ce genre au chef du pays des profits les plus abondants, d'abord parce que la manière de procéder est facile dans un genre de cause qui n'admet aucune preuve raisonnable. Et n'hésitez pas à mettre pause pour lire vous-même les extraits que je présente à l'écran.
D'un autre côté, la traite à l'embouchure des rivières et sur les côtes de la mer est conduite par les Européens eux-mêmes. Les naturels ont sous les yeux les navires de ces derniers. Ils les voient charger des articles adaptés à leurs besoins, dans la vue de recevoir en échange des hommes, des femmes et des enfants. Là est la tentation. Là, ils ont sous les yeux les objets que convoitent leurs désirs. À peine un de ces fatals navires a-t-il jeté l'ancre, aussitôt en sortent la convoitise, l'avarice, la haine, la vengeance et toutes sortes de passions funestes qui agitent le cœur humain. L'arrivée d'un navire négrier est un appel à tous les crimes. Comme je l'ai précisé ici plus haut, l'idée ce n'est pas de donner complètement les Africains, mais c'est de contextualiser. L'extrait ici nous montre que les Européens, les négriers européens, ils ont agi concrètement dans leur interaction avec les peuples locaux pour influencer la justice des pays. On n'influence pas la justice d'un pays en restant sagement assis dans son bateau à attendre, en influençant les mœurs des populations pour favoriser le crime d'une manière ou d'une autre, et on ne le fait pas en restant sagement assis dans son bateau. Ou encore, voici une autre stratégie qu'ils utilisaient, et ce n'est pas en restant passivement assis dans leur bateau. Au large des côtes qu'ils le faisaient, il fallait bien qu'ils mettent pied à terre et qu'ils soient en contact avec les populations de manière continue, répétée pour pouvoir mettre ça en place. Mais ces moyens ne sont pas les seuls que les négriers aient mis en usage. Ils en ont employé d'autres, non moins vils, non moins funestes. Ils ont soufflé le feu de la discorde entre les chefs des États voisins, quoiqu'ils vécussent en amitié avec chacun d'eux. Lorsqu'ils ont trouvé des semences de querelles déjà existantes entre eux, ils les ont cultivées et entretenues, sachant trop bien que, de quelque part que se rangeait la victoire, la guerre se terminait à leur avantage. Pour mettre les deux armées en état de combattre l'une contre l'autre, ils leur ont fourni à toutes les deux des armes et des munitions. Alors, ils restaient tranquilles spectateurs du combat, et quand tout était terminé, ils se faisaient payer leurs avances en recevant à leur bord les prisonniers des deux parties. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus loin, les négriers d'Europe ont poussé l'audace et la perversité jusqu'à enlever eux-mêmes les habitants. Et cet extrait montre que justement, quand ils en avaient l'occasion, ils allaient eux-mêmes sur place pour faire des expéditions. Et je continue la lecture. Jusqu'à enlever eux-mêmes les habitants, lorsqu'ils ont cru pouvoir le faire sans danger, sans être découverts et sans avoir à craindre des représailles. Combien de fois n'ont-ils pas saisi des canaux isolés dans les rivières et sur la côte? Les malheureux qui s'y trouvaient étaient pris et amenés aux Indes occidentales, patrie de l'esclavage. Donc, comme je disais, il est arrivé de participer aux expéditions. Et la preuve, une autre preuve qui montre qu'ils ont participé aux expéditions, je la présente en page 47 de mon livre, qui est un extrait d'un livre écrit Thomas Buxton en 1840 et qui s'intitule « De la traite des esclaves en Afrique et des moyens d'y remédier ». Et cet extrait dit « Monsieur Miles, page 98, parce que justement l'auteur du livre, Thomas Buxton, cite d'autres livres. Et justement, c'est d'autres livres qui ont été écrits par des Européens. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Monsieur Miles, page 98, du livre que Thomas Buxton est en train de citer, déclara en 1790 que dans une seule expédition, pour faire des esclaves, plus de 60 000 malheureux perdurent la vie. Bosman raconte que dans 2 de ces expéditions, plus de 100 000 hommes furent tués. Et suivant M. Devines, 60 000 perdirent la vie dans une seule. Denham, page 80, d'un autre livre que Buxton cite, raconte que dans 5 de ces excursions de brigands, il y eut au moins 20 000 nègres de tués, pour 16 000 qui furent envoyés en esclavage. Ça, il s'agit d'un livre écrit par un occidental et qui cite des livres écrits par d'autres occidentaux. Et pour avoir toutes ces statistiques d'Africains tués, de Noirs tués, comment les Européens auraient fait pour avoir ces statistiques si certains d'entre eux, ou si ces négriers n'allaient pas eux-mêmes sur le terrain pour participer aux razzias? Est-ce que c'est les Noirs qui faisaient les razzias, ils tuaient, je ne sais pas moi, 60 000 hommes comme ils disent, et ils viennent rapporter ces chiffres aux Occidentaux pendant qu'ils sont sagement assis dans leur bateau? Il faut être sérieux. Forcément, les Européens eux-mêmes ont mené des expéditions sur le terrain
Et en parallèle aussi, il y a des Africains qui ont mené des expéditions. Mais ici, il faut rétablir la vérité en rétablissant les responsabilités, pas en essayant de dédouaner certains, comme essaie de le faire la vidéo que nous avons vue tout à l'heure. Passons maintenant à la présentation du troisième extrait pour illustrer que c'est important que nous, Africains, participions aussi à cette écriture de notre histoire afin de rétablir la vérité. Parce que si nous nous contentons juste des versions officielles ou des versions des oppresseurs, ceux-ci auront tendance justement à présenter les choses sous un angle qui leur est favorable. Et pour prouver que ce n'est même pas seulement dans l'histoire que ça a eu lieu, mais continue à avoir lieu jusqu'à aujourd'hui, cette manière de falsifier les choses, allons au Mali. Et nous savons ce qui se passe au Mali avec depuis 2013 les attaques terroristes et depuis récemment le fait que le Mali et la France sont entrés en froid et chacun donne sa version des faits. Et si on s'en tient à la version de la France, on a l'impression que c'est eux qui ont le beau rôle, eux qui parlent du sentiment anti-français. Mais quand on regarde la vraie version, telle que les Africains qui sont documentés au Mali pour présenter les choses telles qu'elles sont vraiment, on se rend compte que la vérité est tout autre. D'où l'importance de connaître notre véritable histoire, autant dans le passé que dans le passé récent ou même dans le présent. Les populations du Nord n'ont jamais demandé, ne se sont jamais révoltées. Ce n'est pas une révolution des populations du Nord. C'est venu de l'extérieur. Toutes les rébellions au Mali, tous les actes terroristes sont des mouvements organisés par des services secrets de pays étrangers. Aujourd'hui, nous en avons les preuves. Nous avons été aux Nations Unies vouloir donner nos preuves. Les sponsors ont refusé. La première rébellion est venue de l'extérieur chez nous. Celui qui le dit est venu de l'extérieur. La deuxième, c'est la même chose. La deuxième, c'est quoi? Il y a des gens qui écrivent des livres maintenant que nous lisons. Quelqu'un dit qu'ils ont été en Libye, un agent des forces spéciales d'un pays que vous connaissez, pour chercher des hommes qui sont prêts à trahir leur pays pour l'argent et les postes. Quand ils les ont eus, à travers ils ont organisé la chute de Kadhafi. C'est écrit noir sur blanc. Quand Kadhafi est tombé, les mêmes sont allés négocier avec des forces de la sécurité de Kadhafi pour leur dire allez-y au Mali. Notre stratégie a fait qu'il n'y a plus d'armée là-bas. Vous allez diviser et on va vous aider à créer un État. Je vais vous dire, c'est que le général, le patron des forces armées françaises, quand la base de Barkhane s'est installée à Faye-Largeau, au Tchad, il est venu faire le tour des troupes. Vous savez ce qu'il leur a dit à la fin? Il leur a dit que nous étions venus ici il y a 100 ans. On nous a renvoyés d'ici il y a 60 ans. Maintenant que nous sommes revenus là, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ses soldats. Donc il n'y a que nous, les Africains, qui ne comprenons pas ce qui se passe chez nous. On vient étendre le terrorisme, les Maliens sont là, les cadres voyagent, et on étend le terrorisme. Ça quitte le Mali. Le terrorisme s'est étendu maintenant, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Ghana. Et puis pourquoi vous ne donnez pas ces 600 millions d'euros au Ghana pour faire des routes pour développer? Mais c'est pour acheter des armes. Est-ce que les Africains comprennent? La réalité, c'est prévu dans 15, 20, 30 ans. Après que tous les dirigeants corrompus là ont quitté la scène, certains sont même morts, les Africains vont se mettre dans des guerres ethniques. Entre les ethnies, des principautés ethniques vont se tuer comme dans l'Est de la RDC. Pendant ce moment, les sociétés minières vont venir tout exploiter. Comme je vous dis, actuellement, il y a des sociétés qui exploitent l'or au Mali. Ils exploitent l'or. Où va l'or? Les Maliens ne savent pas. Nous, on est en train de parler seulement de terrorisme. Mais il y a des avions qui viennent atterrir, qui vont avec ce qu'ils savent. On ne sait même pas. Mais ils viennent, ils pensent qu'ils veulent. Ça, c'est fini aujourd'hui. Tu viens chez nous, là, on te fait descendre. Et puis tu t'expliques. Si tu n'arrives pas à t'expliquer là, on te met à la disposition de la justice. Je voulais vraiment vous expliquer ça. Ça a été long, mais les Maliens ne comprennent pas ce qui se passe. Les Africains ne comprennent pas. Ce discours-là, ce n'est pas seulement aux Maliens, c'est pour les Africains. Tous ces pays ont dit qu'il y a le terrorisme, là, il n'y a rien. C'est fabriqué chez eux. C'est une forme de nous coloniser encore. C'est le premier ministre du Mali qui parle dans cette vidéo. Une fois de plus, le lien pour la vidéo entière en description. Si on se projette dans 100 ans, 150 ans, et qu'on lit les livres d'histoire à ce moment-là, c'est sûr que les livres d'histoire que les Français vont écrire sur cette histoire du Mali qui se passe aujourd'hui sera forcément une version qui va à leur avantage. Si nous, Africains, on laisse faire, oui, si on laisse faire et qu'on n'écrit pas notre version de l'histoire, qu'on n'écrit pas nos propres livres, qu'on ne sort pas nos propres contenus pour présenter les choses telles que nous aussi nous la voyons, notre vérité des choses, notre réalité des choses. Heureusement, ici, une vidéo comme celle-ci, il y a des traces. En 1680, par exemple, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de traces. Donc, comment on pouvait avoir la version des Africains à ce moment-là? Donc voilà. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé
au 15e, 16e, 17e siècle, l'histoire a tendance à se répéter. Et en général, les réponses se trouvent dans les détails de l'histoire. D'où l'importance de connaître notre véritable histoire. Et d'où l'importance, nous, Africains, de prendre nos responsabilités et d'écrire notre propre histoire et ne pas juste laisser les autres faire le boulot à leur sauce, à leur avantage. Oui, parce que forcément, pour préserver leurs intérêts, ils le feront à leurs avantages. Et dans cet extrait, on a vu justement la vérité du point de vue malien. Et l'enjeu est important. Pourquoi? Parce que si on leur laisse le terrain et qu'on les laisse nous imposer leur version, ce sera justement le moyen de ne pas reconnaître leur tort en face. Et ça ouvre la voie pour recommencer la même histoire avec une nouvelle forme, je ne sais pas, de néocolonialisme dans 100 ans. Il parlait ici justement le Premier ministre de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, qui se retrouvent en train de se faire la guerre. Pourquoi? Parce que peut-être nous, génération d'aujourd'hui, n'avons pas fait notre travail en maîtrisant notre histoire, en occupant le terrain historique comme nous sommes censés le faire. Parce que eux, ils sont dans leur rôle, à nous, Africains, de savoir aussi ce qui est bon pour nous, de savoir aussi défendre nos intérêts et de prendre nos responsabilités. Parce que chaque être humain est responsable de ce qui lui arrive. Il faut être honnête et clair là-dessus. C'est à nous, Africains, de ne plus se laisser faire et de rétablir à chaque fois la vérité, à chaque fois que nous en avons l'occasion, de manière à éviter que l'histoire se répète, cette fois-ci sur nos enfants ou sur nos petits-enfants. À nous de dire stop à partir d'aujourd'hui, en rétablissant déjà la vérité sur le passé, depuis l'esclavage, depuis avant l'esclavage. Donc prenons nos responsabilités, nous Africains, et rétablissons la vérité de l'histoire afin d'éviter d'être continuellement et éternellement manipulés. Parce que si nous le laissons faire, c'est nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui en subiront les conséquences. Parce que de l'autre côté, tant qu'ils n'ont pas encore reconnu leur faute et payé pour ça, ils auront tendance à distiller un narratif qui va falsifier l'histoire de manière à leur laisser un boulevard pour continuer à le faire sous de nouvelles formes et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc à nous de dire stop en rétablissant la vérité, en connaissant notre véritable histoire.